Elle est apparue sur le petit écran aux côtés de Bernard Pivot dans Bouillon de culture. Mais c'est sur Canal+ que les téléspectateurs l'ont réellement découverte avec le journal du cinéma qu'elle a présenté pendant 10 ans. Nous l'avons suivie sur France 3 dans Le Fabuleux Destin 2 et nous la retrouvons actuellement sur France 2 en charge de Comme au cinéma. Et puis bien sûr, il y a aussi la radio avec une émission sur France Inter consacrée aux adolescents et puis les livres. Cette semaine, dans VIP, nous évoquerons avec elle son parcours, son enfance, ses valeurs et ses croyances, mais aussi ses engagements caritatifs pour l'association des Toiles Enchantées et pour les handicapés. Isabelle Giordano, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre dans VIP. C'est vrai que quand on évoque votre nom, c'est tout de suite l'univers du cinéma qui apparaît en premier. Cette passion qui est première, je pense, chez vous. Tout à fait, c'est vrai que j'ai été mademoiselle cinéma et puis maintenant je suis madame cinéma. Ah bah oui, mais ça, tout c'est ça la dure maintenant progression. depuis une douzaine d'années. Vous arrivez à vous souvenir de votre tout premier moment de cinéma? En tant que spectatrice, Oui. dans une salle, oh, ça devait ressembler au 101 Dalmatiens, je pense, ou au Ah livre oui. de la jungle. Et la passion, elle est née réellement comment? Quand j'étais adolescente, quand j'étais au lycée Buffon à Paris, j'avais vraiment une passion pour les salles de l'Action Christine, c'est-à-dire pour les salles du quartier latin. Et j'allais vraiment très souvent, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, voir des vieux films, pas très original, mais c'est vrai que j'avais une passion pour Bogart, Bacall, et puis pour tous ces films américains des années 40, 50. Donc voilà, je pense que c'est vraiment né là. Comme passion, comme hobby, mais jamais je me suis dit je vais en faire mon métier. En fait, c'est venu un peu par hasard le jour où quelqu'un de Canal m'a dit tiens, si on faisait une émission tous les jours sur le cinéma. Voilà, c'est vraiment venu par hasard. Mais sinon, vous ne seriez pas passé par Sciences Po si vraiment vous aviez Exactement. voulu. Sciences Po, c'est pas la voie royale hein, pour le cinéma. Nous sommes d'accord. Mais finalement, vous vous êtes acquise une bonne culture du cinéma et des vieux films, ce qu'il faut avoir quand vous étiez adolescente. La suite Oui. est. Et la Vous suite l'avez est entretenu, venue, voilà, les choses se sont faites les unes derrière les autres. En faisant Sciences Po, c'était d'abord mon intérêt pour la politique, et puis je voulais déjà à cette époque être journaliste, je trouvais que c'était une bonne formation. Ensuite, j'ai commencé à travailler à la télévision avec Philippe Alfonsi, dans une émission qui pour moi était parfaite, puisqu'elle me permettait de continuer à parler de politique et d'histoire. Ça s'appelait Histoire d'un jour, et ça passait sur France 3. Voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, j'ai fait différents petits jobs à droite à gauche, notamment de la presse écrite. Et puis vraiment, parce que comme beaucoup de gens, hein, quand on est freelance, j'avais du mal à boucler mes fins de mois. Un jour, je me suis dit, il faut vraiment que je me trouve un petit job en plus, parce que ça ne suffisait pas, parce que bon, je n'avais jamais pensé faire de l'antenne, mais je m'étais dit, voilà, peut-être que ça pourrait m'aider de travailler, de faire une petite chronique dans une émission. Donc j'ai envoyé un CV à Canal, et voilà, pour la première fois, je suis passée de l'autre côté, alors que ce n'était pas du tout prévu comme ça. Je suis passée de l'autre côté, et j'ai commencé à faire de l'antenne, et les choses se sont vraiment enchaînées les unes derrière les autres. C'est vrai qu'il y a 2 types d'animateurs télé, ceux qui ont rêvé de ça depuis tout petit, Ouais. et puis ceux à qui c'est tombé dessus. Voilà. Et finalement, ça vous convient très bien. Et je suis plutôt, oui, à la fois contente et fière de ma vie et de mon parcours. Oui, oui. Peut-être aussi parce que vous arrivez à maintenir vos autres passions. Vous nous avez parlé d'une passion pour la politique qui a donné, par exemple, lieu à un livre, un portrait de Martine Aubry. Vous avez une passion pour les livres aussi, d'ailleurs. Vous aviez commencé aussi une petite chronique littéraire pour Michel Denisot, je crois. Cette passion pour les livres, on la connaît peut-être moins que votre passion pour le cinéma. Oui, alors j'aime beaucoup la littérature. C'est vrai que après avoir tellement fait de choses sur le cinéma, je pourrais peut-être un jour ou l'autre faire une émission sur la littérature. Enfin voilà, ça fait partie des choses, même si j'en fais pas mon métier, ça me satisfait vraiment de terminer pratiquement toutes mes journées par la lecture de quelques pages. Voilà. Alors vous êtes aussi en radio depuis quelques années, notamment sur France Inter en ce moment. Et souvent, les gens qui font à la fois de la télé et de la radio ont tendance à dire oh, moi, de toute façon, à choisir, je préfère la radio. Ça fait très bien de dire ça. C'est peut-être vrai d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Alors je vais vous la faire. Oh, vraiment, je préfère la radio. Bon. C'est vrai que quand on a tâté de la radio, on se rend compte que le métier d'abord est peut-être moins superficiel, et en tout cas on va un petit peu plus dans le fond des choses. Donc c'est vrai que la radio, c'est un média que je trouve vraiment passionnant pour ça, qui est très stimulant en tout cas intellectuellement. Maintenant j'aime beaucoup jongler, j'aime bien l'exercice des deux, j'aime bien faire de la télé et de la télévision et de la radio. Mais moins superficiel parce qu'à la radio on n'est pas confronté à son image? Oui, il y a de ça, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas du tout, comme ici on est obligé de s'occuper du maquillage, de la manière dont on est habillé, on est obligé de tenir compte du visuel, et c'est bien logique, c'est normal d'offrir un bon et beau produit aux téléspectateurs. En radio, on est vraiment concentré sur son interview et sur ce qu'on doit dire. En plus, je pense que le langage radiophonique est parfois plus écrit que celui de la télévision, il est moins parlé. Donc voilà, je trouve que quand on aime la langue, les choses voilà, qui sont bien formulées, bien dites, je trouve que c'est un métier très agréable. Et puis, il y a
moi qui aime les interviews comme vous, j'imagine, il y a une espèce de confidentialité dans un studio de radio, c'est l'inverse d'ici, c'est-à-dire qu'on est vraiment comme dans une bulle, il y a quelque chose comme ça d'un peu fétal, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, et on est vraiment dans la confidence avec son interlocuteur. C'est très agréable de faire une interview à la radio. Mais c'est pas pour autant que vous avez des problèmes avec votre image particulièrement. Je n'ai aucun problème avec mon image. Non mais on vous sent très à l'aise avec vous-même. Oui, et je pourrais arrêter la télé du jour au lendemain. D'ailleurs, quand j'ai quitté Canal, je me suis sentie vraiment allégée. Voilà. Je fais de la télévision pas comme un but, plutôt comme un moyen en fait. Un moyen de faire passer des idées, de faire passer des images et faire passer un certain nombre de réflexions sur le cinéma ou sur autre chose. Et qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre métier de journaliste ? Justement, ce qui a trait à la notoriété. C'est pas agréable ça. Disons que c'est pas une question d'être agréable ou pas, mais disons que c'est venu là encore par hasard. Et voilà, d'être effectivement reconnu dans la rue, oui, c'est agréable, mais en même temps, j'aime bien l'anonymat. Je suis vraiment une journaliste dans le fond, et moi j'adore. Voilà, partir. Mon rêve, ça serait de pouvoir partir sur les routes de France, d'aller interviewer des tas de gens, faire des enquêtes, des documentaires. Bon, à chaque fois, on me reconnaît, donc c'est vrai que ça fausse parfois un peu le jeu de l'interview, mais j'aime bien l'anonymat du journaliste qui se balade comme ça, qui va regarder, qui marche dans la rue, qui regarde les autres, qui les écoute, qui les filme. J'adore ça. C'est vrai qu'on ne sait absolument rien de votre vie privée. C'est vraiment quelque chose que, quand vous dites que vous aimez l'anonymat, vous n'allez pas vous étaler dans les journaux non plus, étaler votre vie privée dans les journaux. C'est pas bien intéressant. Enfin, c'est intéressant pour moi, mais vous pas êtes pour mariée, vous avez des enfants, c'est une vie intéressante. C'est assez banal en fait. Ouais. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est mon domaine, donc je n'ai pas envie de le partager avec d'autres. Ouais. Vous avez une admiration particulière pour quelqu'un dans le même métier qui exerce le même métier que vous ? Vous avez cité Bernard Pivot, c'est vrai que j'ai commencé à travailler avec lui, je l'aime beaucoup pour son ouverture d'esprit. Il m'a donné ce goût justement de... c'est l'anti-ornière, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un qui a su ouvrir au maximum sa gourmandise. J'aime bien cette manière d'abord de transmettre, il y a un côté très pédagogique, c'est lui qui me disait tout le temps, il faut que le téléspectateur ait l'impression d'avoir appris quelque chose au moment où il éteint son poste. Et puis surtout, voilà, pouvoir passer de Marguerite Duras à Jean d'Ormesson, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire ensuite avec le cinéma, pouvoir parler à la fois de Sophie Marceau et d'un film iranien beaucoup plus pointu. Je trouve que c'est vraiment intéressant, enfin, c'est ce qui me plaît et je pense que c'est très important en plus d'essayer de transmettre tout ça au plus grand nombre. Je vous remercie beaucoup Isabelle Giordano. Dans le christianisme, la charité est avec la foi et l'espérance l'une des 3 vertus théologales, c'est-à-dire qui a Dieu lui-même pour objet. C'est à la fois l'amour que Dieu donne à l'homme et l'accueil que l'homme réserve à cet amour. La charité se résume alors en un seul et unique commandement, aimer. Aimer, c'est accepter de s'oublier pour l'autre, et c'est ce que vous faites à votre niveau, Isabelle Giordano, en étant engagée dans 2 associations caritative, d'où cette petite définition de la charité, que sont les Toiles Enchantées et la Page. Vous le faites, avant qu'on parle vraiment de ces 2 associations, vous le faites dans quel esprit, vous ? Eh bien justement, au risque de vous déplaire, j'aime pas du tout le mot charité. Ah ben non, allez-y, au contraire. Pourquoi ? Je pense qu'il y a quelque chose qui me gêne dans ce mot, qui fait penser à de l'assistanat et une forme de paternalisme. Moi, ma façon à moi de m'engager dans ces mouvements, je le fais plutôt en tant que citoyenne. Et j'ai l'impression que les personnes qui vivent des moments difficiles ou qui n'ont pas la chance d'avoir les privilèges qu'on peut avoir nous, notamment dans nos métiers, n'ont pas forcément besoin qu'on leur fasse la charité, mais ils ont plutôt besoin de certains outils, alors que ce soit à manger, de la culture, un livre, etc., etc. Ils ont plutôt besoin d'avoir accès à la dignité et voilà. Enfin, c'est plutôt l'idée que je me fais. Enfin, c'est comme si j'imagine 2 personnes faire un petit bout de chemin ensemble, s'entraider. J'aime bien ça, c'est un mot que j'aime bien. J'aime bien l'idée de fraternité. Mais j'aime pas le mot charité. Alors, le mot charité dans le sens d'amour et non pas de pitié. Oui, voilà. Et surtout, j'aime pas l'idée qu'il puisse y en avoir un au-dessus de l'autre. Je pense que moi, dans cet engagement, ce que j'ai surtout trouvé, c'est une partie de moi-même. J'ai pas eu spécialement, j'ai pas fait le compte. Je sais pas si j'ai aidé vraiment des gens, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir, moi, appris beaucoup de choses de certaines personnes que j'ai pu côtoyer, soit à l'hôpital avec l'Action des Toiles Enchantées, soit avec AT des Carmonde, qui est une autre association que je suis depuis longtemps. Voilà, c'est un parcours commun où on s'enrichit mutuellement. Alors, les Toiles Enchantées, on voit bien pourquoi ils sont venus vous chercher, puisque vous êtes Madame Cinéma. Vous leur donnez donc une fenêtre
fenêtre médiatique. Ça dure depuis combien de temps, l'Étoiles Enchantées, avec Alors vous? ça fait 8 ans maintenant. Ouais. Ça fait 8 ans que je suis marraine d'Étoiles Enchantées. Et le principe, vous l'avez dit, c'est d'amener le cinéma là où il n'a pas toujours accès, là, voilà, à l'hôpital. Et c'est vrai que chaque projection, à chaque fois, c'est une grande surprise, c'est une révélation de voir des petits gamins qui sont parfois un peu comme ça, un peu de briques, de broc. Enfin, ils sont un peu de façon bancale. Et le cinéma leur apporte énormément. C'est incroyable de voir l'effet, j'ose pas dire thérapeutique, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, c'est un grand moment de joie, de bonheur. C'est un moment qu'ils attendent toute la semaine. Et c'est devenu, depuis 8 ans, en fait, on a démarré vraiment tout petit, avec vraiment quelques projections parisiennes. Et maintenant, dans toute la France, il y a plus de 200 projections, vraiment dans de très nombreux établissements hospitaliers. Et je pense que c'est devenu essentiel. Voilà, plus personne ne peut imaginer que cette action s'arrête. Voilà, ça c'est intéressant quand une action en plus associative s'inscrit dans le temps, voilà, et dans la pérennité. Alors il y a ATD Quart Monde, qu'on connaît bien aussi. Moi je ne savais pas que vous étiez engagé dans ATD Quart Monde. Qu'est-ce que vous faites là spécifiquement? Là, c'est plus du cinéma, j'imagine. Alors bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on était venu effectivement me proposer de faire partie d'un groupe de réflexion de journalistes pour réfléchir justement sur la misère et la pauvreté et la manière dont on le traite dans les médias. C'est vrai que souvent, parfois, les journalistes sont pas toujours très au courant de ce qui se passe au-delà du périph', pour reprendre l'expression. Et donc, voilà, avec certains journalistes, on avait monté ce groupe pendant un an, on avait réfléchi, chacun à sa manière, alors que ce soit des journalistes de Télérama, du JT de France 2, ou moi à l'époque, j'étais au Journal du Cinéma à Canal+. Donc voilà, chacun à sa manière, il y avait une réflexion qu'on avait envie de mener. Et puis après, ce sont des actions ponctuelles. Alors c'est vrai que moi, qu'est-ce que je sais faire? Je suis malheureusement ni infirmière, ni médecin, ni quoi que ce soit. Je peux juste amener mon savoir-faire de journaliste. Donc j'ai beaucoup animé de débats. J'ai animé régulièrement des débats où, au moment du 17 octobre, qui est la journée mondiale de lutte contre la misère, ça m'est arrivé de faire des interviews, etc. Je suis un passeur en fait. Je fais ce métier où finalement on se demande parfois à quoi ça sert, mais en tout cas de faire passer des idées et de mettre de faire de l'échange et faire en sorte que les gens se parlent. Et voilà, c'est important. À mon tout petit niveau quand même. Et c'est un peu finalement la même action, peut-être dans un esprit un peu différent pour la PAGE, qui est l'association pour adultes et jeunes handicapés, et qui a une grosse soirée annuelle en février. C'est vous qui animez la soirée. C'est encore utiliser son métier et le mettre gratuitement à disposition des autres. Oui, alors c'est vrai que c'est la deuxième année consécutive et c'est vrai que cette fameuse notoriété, on a commencé à parler de ça au début de l'émission, elle est utile finalement pour ce genre de cause. Et c'est vrai que je trouve que c'est la moindre des choses dès qu'on a un nom et surtout l'accès aux médias. Moi, je me sers souvent des médias pour faire passer des messages et c'est vrai que sur le thème des paralysés, il y a tellement à faire en France. Je trouve que c'est important de constamment marteler le fait qu'il y a énormément d'équipements, enfin il y a vraiment encore beaucoup à faire. Pour faire court, voilà, on va le dire comme ça. Et c'est vrai que ça fait partie des informations qui sont importantes à divulguer. Vous êtes confronté à des choses des fois pas faciles. Vous parliez des petits-enfants de briques et de broc. ATD Quart Monde, c'est une réalité qui n'est pas évidente non plus. Les handicapés, c'est encore autre chose. Comment vous le vivez personnellement? Il y a des rencontres qui peuvent faire mal aussi des fois. Pas du tout, parce qu'en fait, j'aime me sentir bien dans la vie. J'aime être vraiment les deux pieds dans la terre. Peut-être parce que par mon métier, j'ai la tête dans les étoiles et je passe mon temps au cinéma. C'est vrai que je vois 3 films ou 4 films par semaine. Alors, j'ai ce besoin absolument inexplicable. Peut-être que c'est le propre des femmes, ça je le crois quand même en partie. Mais j'ai besoin d'être dans la vie. Et la réalité de la vie, c'est effectivement des gens qui sont dans la souffrance ou dans la misère. Et j'ai besoin de me sentir dans cette communauté-là. Sans que ça vous affecte finalement ou que ça vous... Non, ce qui m'affecte, c'est de me sentir privilégiée. Je le vis presque avec un tout petit peu de culpabilité, bien gâteau. Mais d'être uniquement dans la petite secte des gens du cinéma et de la télévision, je me sens asphyxiée. J'ai besoin de sortir, d'ouvrir les portes et je vous le disais, de marcher dans la rue. Alors c'est vrai qu'il y a des mots-clés qui reviennent par rapport à vos 3 engagements dans ces associations et votre intérêt général pour les autres. Il y a dignité, la citoyenneté, je crois que vous avez dit le mot vous, intégration, respect, vous en rajouteriez d'autres éventuellement? J'aime beaucoup, j'ai appris ça de Nathalie Duhamel, qui est une femme qui a dirigé pendant longtemps l'association Action contre la faim. Elle me parlait de la capacité d'indignation. Et je crois qu'elle avait appris ça de ses parents.
Marie-Claire Mendès-France, pour ne pas la citer, qui est aussi une personne, une vraie citoyenne, une vraie résistante. Voilà, moi j'aime beaucoup le mot résistance, la capacité à s'indigner. Et Nathalie Duhamel me disait que en fait, son engagement, son sens de l'engagement était venu quand elle était petite avec sa mère. Dès qu'elle se baladait dans la rue avec sa mère était toujours en train d'apostropher les gens. S'il y avait une injustice dans la rue, elle essayait de le régler, elle faisait l'arbitre. Ou quand il y avait un clochard, elle essayait de parler avec lui, de voir comment on pouvait améliorer sa situation, etc. Et à l'époque petite, ça la gênait parce qu'on n'aime pas que les mamans se comportent comme ça. On a envie d'avoir une maman qui file droit et qui ne se fasse pas trop remarquer. Mais en fait, peu à peu, quand elle est devenue adulte, elle s'est rappelée de tout ça et c'est de là qu'est née cette capacité d'indignation. Donc passer devant un clochard, se dire que oui, on est indigné, même si on passe 10 fois devant lui, et voilà, se dire que c'est pas normal. Et plutôt que tout ce qui est induit derrière ce mot charité, je vois beaucoup de choses passives, etc., de condescendance, de complaisance, etc. Moi, je préfère l'idée d'être en colère et d'être indigné par effectivement ces injustices. Et je pense qu'on peut changer le monde. J'ai l'audace de croire que le monde peut devenir meilleur. Mais c'est une belle audace. Merci beaucoup, Isabelle. Lors du jubilé des sportifs le 29 octobre 2000, Jean-Paul II disait que pour illustrer la vie chrétienne, l'apôtre Saint Paul proposait aux chrétiens de Corinthe l'image de l'athlète comme exemple d'effort et de constance. En effet, la pratique correcte du sport doit être accompagnée par la modération et l'éducation au renoncement. Elle exige également souvent un bon esprit d'équipe, une attitude de respect, la reconnaissance des qualités d'autrui, l'honnêteté dans le jeu et l'humilité de reconnaître ses limites. Alors voilà, Isabelle Giordano, une bien belle définition du sport vue par la religion catholique. Vous y mettez tout ça, vous, dans le sport ? Oui, renoncement, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que moi j'adore le sport. Oui. Ça m'éclate, quoi, comme disent les jeunes. C'est vraiment, j'aime beaucoup ça. Si j'avais du temps libre, voilà, s'il y avait une baguette magique, je pourrais vraiment beaucoup moins travailler et passer mes journées à faire du sport. Et notamment du karaté. Du karaté, ouais, c'est le sport que je pratique maintenant depuis 5 ans et que j'aime beaucoup, après avoir fait toutes sortes de sports et tout essayé, etc. Je suis passée partout, même le bandeau sur la tête, l'aérobic, enfin j'ai vraiment... tout essayé, mais le sport qui vraiment me convient, parce que c'est à la fois le corps et l'esprit, c'est le karaté. Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans le sport? C'est le goût de l'effort, c'est transpirer, c'est se dépasser? J'aime la violence du karaté. Ah oui, ben, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Donc j'aime bien cet extrême. J'aime la violence au cinéma aussi. J'aime beaucoup ça, ça m'intéresse. Mais la violence contenue au karaté, on ne porte pas les coups. Alors voilà, ce qui m'intéresse au karaté, enfin il y a tout le cliché, l'ennemi qu'on a, c'est soi-même, etc. Mais effectivement, la violence, bah non, elle est quand même portée, on porte un peu les coups quand même. Ouais. Mais c'est surtout une grande discipline. Donc effectivement, il y a cette violence que l'on doit maîtriser. Pour moi, c'est une école de vie. Et puis c'est aussi une manière de se tenir droit. Si je veux prendre une image, voilà, c'est une image comme ça, d'essayer d'avancer droit dans la vie. Moi, j'ai beaucoup appris grâce au karaté. Pourquoi se tenir droit? C'est très structurant. C'est-à-dire que le karaté, c'est vraiment, on maîtrise vraiment on a l'impression de maîtriser tous les muscles de son corps et on a l'impression d'être face à l'adversaire. On le regarde droit dans les yeux et je trouve que c'est une belle attitude dans la vie. Et la boxe vous plaît aussi alors? Alors j'aime la boxe, mais j'aime bien aller voir des matchs, des combats. Sans être le punching ball. Mais ça, j'aimerais pas, parce que là, vraiment, les coups sont au visage. Au karaté, en général, on donne des coups un peu à droite, à gauche, voilà. On ressort avec des bleus, quoi, au pire, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Et vous, quand vous pratiquez donc un sport comme le karaté, par exemple, vous le pratiquez dans quel esprit? Un esprit de compétition quand même? Vous aimez bien gagner? Ou c'est plus pour voilà? J'ai bien aimé le petit jeu débile et puéril des grades, oui. D'avoir la ceinture jaune, verte, etc. Donc voilà, d'avoir à chaque fois sa petite récompense, sa petite carotte, sa petite ceinture, ça me plaît beaucoup. Vous en êtes où là en termes de ceinture? Marron. Marron, c'est bien ça, marron, c'est avant noir. Ouais, c'est avant noir. C'est avant noir. Quand Jean-Paul II, au jubilé des sportifs, parlait de, par exemple, une attitude de respect, la reconnaissance des qualités d'autrui, l'honnêteté dans le jeu, vous y mettez, vous, toutes ces valeurs spirituelles? Parce qu'on parle souvent du développement physique avec le sport, rarement du développement spirituel. Vous les mettez quand même, ces valeurs? Justement, c'est ce qui me plaît dans le karaté, c'est que c'est quand même un petit peu plus chargé spirituellement que l'aérobic. Et effectivement... Ou que le cheval d'arçon. Voilà. Et donc, ce sont ces valeurs. À chaque fois, quand on fait 1 heure ou 1h30 de karaté, on est forcément confronté au respect de l'adversaire, à une certaine manière. C'est vraiment quelque chose qui se passe à deux. Effectivement, on est sur ces valeurs spirituelles. Oui, ça vient d'Asie, c'est un art martial, donc effectivement, c'est très connoté.
Ça valorise la personne humaine, en fait, quelque part. Oui. Ah ben, en plus, je crois que pour devenir un très très bon karatéka, j'en suis très loin, il faut toute une vie. Donc on peut répéter à vie le même geste et chercher la perfection du geste, ne jamais l'atteindre et avoir l'humilité justement de ne jamais l'atteindre. Donc effectivement, il y a une forme de renoncement, pour reprendre les termes que vous évoquiez tout à l'heure. Alors si on élargit un peu à tous les sports, il y a aussi tous les aspects négatifs du sport, je vais vous en citer quelques-uns, mais tout ce qui est abus, déviation, tricherie ou même mercantilisme exacerbé, c'est peut-être pas très vrai dans le karaté d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'exemple de dopage ou dans le karaté, puisque c'est un sport où l'éthique est quand même très, très présente. Cela dit, je ne sais pas, peut-être que ça existe comme partout. Mais dans les autres sports, tous ces abus, ces tricheries et ce mercantilisme exacerbé, c'est quelque chose qui vous énerve ou ça... Bon, vous laissez couler ou non, ça vous interpelle? Plus, ça casse les rêves des gens, parce que les gens aiment aussi le sport pour rêver, comme le cinéma. Et c'est vrai que quand on voit Lance Armstrong, pour ne prendre qu'un seul exemple, mais il y en a malheureusement beaucoup d'autres. En ce moment, on parle beaucoup des problèmes aussi de tricherie dans le foot. Bon, c'est vrai que je pense qu'on casse un peu le rêve des gens, et ça, c'est très dommageable. Oui. C'est le seul lien que vous faites entre le cinéma et le sport, ou voyez-vous d'autres liens entre ces deux passions? Il y en a plein d'autres, et c'est vrai qu'en tant que spectatrice, j'aime beaucoup regarder le sport à la télé, les Jeux Olympiques, etc., parce que j'ai l'impression d'assister à un vrai spectacle. J'ai l'impression d'être au spectacle comme au cinéma. Donc, j'ai le souvenir aussi que quand j'étais à Canal, j'ai beaucoup appris de plein de gens, et notamment Charles Bietri avait une manière très particulière de commenter les matchs de foot, et il a beaucoup apporté d'ailleurs aux commentaires, et dans la manière de filmer aussi. Ils ont été très novateurs, et j'ai essayé de m'en servir pour mon métier en tant que journaliste de cinéma, pour parler de cinéma. Il y avait une certaine manière de donner à la fois des informations et de livrer de l'émotion, d'être à la fois sur les deux terrains en même temps. Je trouve que c'est très important. Quel est le sportif ou la sportive aujourd'hui Christine Aron. Ah, voilà. Même pas besoin de dire. C'est vrai, c'est la personne qui vous illumine ou qui vous intéresse. Je l'aime beaucoup, oui. Et en quoi Christine Aron vous interpelle plus particulièrement alors? Ses performances, ses qualités physiques, bien sûr. Elle est très belle, très féminine. Elle reste féminine sur un stade. Et puis, il y a un petit peu de chauvinisme. Elle vient de la même île que moi, enfin, du moins que ma mère. Elle est de Guadeloupe. Donc, ça compte aussi pour moi. Oui. Ouais. Et Jean-Paul II, athlète de Dieu, c'est pas un sportif? J'avais jamais envisagé ça sous cet angle. Oui. Je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué avec nous toutes les valeurs rattachées au sport. Vous voyez qu'en parlant du karaté, on peut finalement faire des choses avec plein de sens. Je vous remercie beaucoup, Isabelle Giordano. Merci. On le donne, on l'inspire, on le prend, parfois même à deux mains, on n'écoute que lui, puis on le rend, on le redonne, on le perd, parfois au point d'en manquer. Qu'il soit physique, intellectuel ou moral, le cœur en est le siège. Il nous fait entreprendre des choses difficiles, hardies, nous détermine à supporter la souffrance ou à braver le danger. Il, vous l'aurez peut-être connu, c'est le courage. Et le courage, c'est la valeur, Isabelle Giordano, que vous avez choisie, soi-disant parce que vous en manquez. Exactement, oui. C'est très honnête, mais c'est peut-être tout à fait faux. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai constamment besoin d'avoir des modèles pour me motiver, pour me pousser à justement avoir un peu plus de courage. C'est en tout cas ce qui me fascine chez certaines personnes. On a parlé des sportifs, Christine Aron, je pense qu'il faut énormément de courage pour être un athlète de haut niveau, mais aussi chez plein d'autres personnes, qu'elles soient anonymes ou célèbres. Moi, je sais que par deux reprises, j'ai été amenée à interviewer Sœur Emmanuelle, et elle me fascine par son courage, cette manière d'être partie au bout du monde, aider les autres, etc. Ou encore les acteurs, puisque quand même mon métier est d'interviewer des acteurs. Je les admire aussi pour certains, d'arriver comme ça sur une scène de théâtre et pendant 2 heures être face à un public. Enfin, il faut être, à mon avis, extrêmement courageux quand même pour prendre la décision comme ça de parler sur scène. Qui, par exemple, comme acteur, puisqu'on est dans votre domaine? Il y en a tellement. Michel Piccoli, c'est vraiment un nom qui me vient à l'esprit parce qu'en ce moment, il est au théâtre. Mais il y en a beaucoup d'autres. Et j'aime le courage aussi. Ça peut être vraiment très anodin quand je vois comment certaines... Enfin, je sais pas, je vais au supermarché, je vois la caissière qui est là, qui parfois travaille pour un salaire absolument dérisoire, ou justement... elle soulève des packs. Je sais que c'est toujours très douloureux de soulever des packs d'évian, des packs de bouteilles d'eau, pardon. Enfin voilà, donc le courage, il est partout.
Sauf chez vous. Et je suis très admirative. Je ne pense pas être quelqu'un de très très courageux. Je suis travailleuse, je suis comme une petite fourmi. Ça se ressent à mon avis beaucoup dans mon parcours parce que j'ai vraiment essayé de tout faire dans ce métier, presque trop. Mais courageuse, je ne sais pas. Mais il faut du courage pour faire ce métier de journaliste, d'animatrice à la télévision, etc. Ça demande du courage ou pas d'après vous? Non, je pense que ça demande du culot plutôt. Voilà, non, oui, ça demande du culot, mais du courage, non, pas vraiment. Alors, en revanche, quand on est grand reporter, et j'en connais quelques-uns, quand effectivement, je vois des personnes, des journalistes qui vont dans des tas d'endroits, sur des conflits. Moi, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour les reporters de guerre. Ça vous aurait tenté? J'aurais pu, mais alors ça me fait trop peur. J'ai fait une fois une expérience comme ça où j'ai fait un documentaire sur des gens qui travaillaient dans l'humanitaire. J'ai été à Haïti en plein coup d'État, j'ai été à Sarajevo et j'ai eu tellement la peur de ma vie que je me suis dit, je pourrais jamais faire ce métier, c'est terrible. Alors effectivement, sur place, j'ai bien vu des gens chevronnés, etc. Mais je me suis dit que j'étais vraiment pas à leur hauteur. J'allais justement vous demander quels sont les moments dans votre vie qui vous ont demandé le plus de courage, aussi bien vie professionnelle que vie privée. Ce seraient ces moments-là où il y a eu d'autres moments vraiment où il a fallu plus s'accrocher? De mémoire, oui, c'est en tout cas le moment de ma vie où j'ai eu le plus peur. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'étais vraiment à Sarajevo, j'entendais des bombes tomber à côté de moi. J'avais l'impression qu'il y avait une bombe qui allait pile tomber sur mon immeuble. Ou à Haïti, effectivement, j'étais tranquillement en train de dormir. J'étais réveillée en sursaut par des bruits, des meutes, etc. J'étais persuadée qu'on allait venir me finir à coups de machette. Donc j'ai eu vraiment très très peur. Vous étiez déjà maman à l'époque ou pas? Non. Je pense que je ne l'aurais pas fait, je ne serais pas partie. Non, vraiment. Non, c'est une sacrée décision, voilà. Non, puis essayer d'être une mère, voilà, ça demande du courage, une toute petite forme de courage, mais essayer d'être une bonne mère, surtout. C'est difficile, je trouve. Dans le courage, il y a quelque chose aussi qui tient, enfin, c'est un avis personnel, dites-moi ce que vous en pensez, mais de la noblesse d'âme aussi. Je trouve que ça s'y rattache. Eh bien voilà, on revient au karaté, très bien. De la noblesse dans le karaté. Oui, ça c'est votre manière de voir. Et ce serait quoi l'inverse du courage d'après vous? La couardise, qui est souvent liée à une forme de bêtise ou d'ignorance, ouais. La lâcheté, qu'on voit vraiment là aussi tous les jours dans la rue, des gens qui détournent le regard. Ça me scandalise quand j'entends tous ces faits divers où des gens se font attaquer dans les trains ou dans le métro et plus personne ne bouge. Enfin, ça me terrifie. Je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais du karaté. J'aimerais bien que mes enfants aussi apprennent au moins à se défendre, parce que je pense que quand même, on peut très bien arriver à défendre une personne dans la rue ou dans le métro ou dans un train. C'est pas très très compliqué contre trois personnes qui se mettent à attaquer une jeune fille. Je trouve ça tellement... Enfin, je trouve ça la fameuse capacité d'indignation dont qu'on a déjà évoquée. Alors, dans le cinéma, il y a un grand maître qui s'appelle Fellini. Vous nous avez amené un livre de Fellini qui, lui, ne nous parle pas du courage. C'est un petit texte que vous avez choisi pour nous. Sur la liberté. Qui parle de la liberté. Ça aurait pu être effectivement l'autre valeur que j'aurais pu défendre ici. On va vous écouter. Alors, je le lis, puisque vous m'y obligez. Je crois que ce qui m'intéresse le plus est la liberté de l'homme, la libération de l'individu des entraves de toutes sortes, les conventions morales et sociales en lesquelles il croit, ou plus exactement en lesquelles il pense croire, et qui le tourmentent, lui imposent des limites et le font sembler plus petit et quelquefois même plus méchant. Pour moi, la vie, avec toutes ses tragédies et ses douleurs, est belle, je l'aime, elle m'amuse et m'émeut. Et je fais mon possible pour que les autres aussi partagent ma façon de voir. Voilà. Et ça aurait pu être écrit par Isabelle Giordano. Exactement, oui, vraiment. Ouais. J'aurais bien aimé faire des films comme lui aussi. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans ces quelques lignes de Fellini? Il y a de la dignité, il y a l'idée de la liberté qui vous rend encore plus digne, encore plus droit, qui vous permet de partager avec d'autres. Et l'idée qu'on se libère des entraves sociales, c'est très important, ça aussi. Il y a du courage à être libre, finalement. Et il y a du courage, bien sûr, à être libre, oui. Ouais. Et la liberté, c'est aussi, parfois, au cinéma, on peut avoir l'impression d'être plus libre, on peut sortir d'une salle et on se sent un peu plus léger, un peu moins d'entraves psychologiques ou autres. Et il y a un film comme ça qui vous a libéré? Il y en a 1000, hein. Il y en a peut-être plein. Un plus particulièrement qui vraiment a même peut-être changé votre vie, je ne sais pas, ou votre manière changer ma vie, non, mais il y a plein d'exemples comme ça où on a l'impression que le cinéma donne
donne la capacité à réfléchir, à envisager peut-être la vie d'une autre manière. Et donc, on est un petit peu plus libre parce qu'on a du libre arbitre. Et puis, tout d'un coup, effectivement, on change sa vision des choses. Je trouve que ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est une manière, effectivement, de regarder le monde et parfois de reconstruire ce qui peut ressembler à du chaos. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Si vous voulez vraiment que je vous cite quelques exemples, je dirais que Au nom du Père est un film qui m'a beaucoup marqué. Il raconte le parcours d'un homme qui se bat pour sa liberté, justement, en Irlande, en plein conflit. Et je ne sais pas, il y a un autre exemple aussi que je trouve peut-être plus joyeux, qui est ce film qui avait eu beaucoup de succès, qui s'appelait Billy Elliot, Oui. où voilà, en dehors des entraves morales ou sociales, un jeune garçon décide d'aller jusqu'au bout de sa passion et d'être danseur. Merci beaucoup Isabelle. L'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume, écrivait Montaigne. Quelques 4 siècles plus tard, et comme en écho, un autre auteur moins philosophique mais tout aussi populaire, Daniel Pénac, écrit que les enfants sont des énigmes lumineuses. L'enfance qui dure si peu de temps sur toute une vie est pourtant le fondement, le terreau de chaque être humain, là où il faut chercher pour bien comprendre la personne que l'on a en face de soi. Et c'est ce qu'on va faire avec vous, Isabelle Giordano. Je ne sais pas quelle phrase vous avez préférée, les enfants sont des énigmes lumineuses. Ou alors l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit. J'aime bien les deux, avec une petite préférence peut-être pour Pénac, parce que c'est un auteur et un homme que j'aime beaucoup. Ouais. Et vous vivez comme ça l'enfance, des énigmes lumineuses, vous qui avez 2 enfants notamment? Oui, et j'ajouterais, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la capacité d'indignation, il y a chez les enfants, alors là aussi ce sont eux qui m'apportent et qui m'apprennent des choses, une capacité d'émerveillement qu'on a tendance à perdre et qui s'effrite, je trouve, avec le temps, en tout cas en ce qui me concerne. Et je trouve qu'avec le contact des enfants, on est tout le temps amené à s'émerveiller sur la moindre chose. Alors pareil, une chose qui peut nous paraître assez banale et anodine, tout d'un coup devient mais absolument magique et merveilleuse. C'est un petit peu comme des petits réalisateurs, des metteurs en scène en fait. Je trouve qu'ils changent le quotidien et ils le transforment en spectacle, en magie, en fête permanente, et ça c'est formidable. Vous gardez quel souvenir de vous, enfant? Vous étiez quelle petite fille, à votre avis, ou d'après ce qu'on vous a dit? D'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que je sais également, j'étais une petite fille assez calme, silencieuse. Ah bon? Oui. C'est peut-être pour ça que maintenant je fais ce métier de parole et de communication. Parce que quoi, des grands frères et des grandes sœurs qui vous ont un peu brimé? Non, juste une grande sœur, mais peut-être une atmosphère familiale assez, oui, qui me poussait peut-être à être vraiment dans mon monde, dans mes poupées, dans mon imaginaire. Voilà, j'étais vraiment très bien la tête dans les étoiles, et c'est ce que j'ai choisi de continuer à faire. Avec des rêves pour plus tard, vous vouliez faire quoi petite? J'avais pas vraiment d'idée précise, j'étais vraiment plutôt portée sur le monde imaginaire, donc très vite ça s'est porté sur les livres, les bandes dessinées. J'aimais beaucoup dessiner également, donc j'ai voulu successivement dessiner des bandes dessinées, écrire des histoires pour les bandes dessinées. Voilà, donc... Ça pourrait encore se concrétiser aujourd'hui. Vous pourriez écrire des histoires ou... Des histoires, oui, mais pas les bandes dessinées, non. Mais pourquoi pas? Puis j'ai l'impression qu'avec la télévision, on écrit aussi des histoires. Déjà sportive à l'époque? Oui, modérément. Non, c'est vraiment né avec l'adolescence, le goût du sport. Ouais. Alors vous avez un prénom italien? Mon père est italien, oui. Voilà, des racines guadeloupéennes. Ma mère est guadeloupéenne, oui. Ça fait un mélange assez sympathique au final. Ça fait un mélange élevé en banlieue parisienne. Flûte alors. Mais qui quand même a eu la chance de retrouver ses racines régulièrement pour les vacances, avec quelques séjours aux Antilles et puis surtout des séjours très réguliers chaque été en Italie. Donc c'est un pays que j'adore, c'est vraiment mon 2e pays. Et qu'est-ce que ces 2 racines finalement très très différentes quand même, qu'est-ce que ça vous apporte? Ce sont des pays différents, mais en même temps il y a le soleil, des gens qui aiment vivre dehors, qui sont proches de la nature et qui, par le fait de vivre dehors, sont peut-être amenés à communiquer un peu plus que dans nos villes urbaines, parisiennes, etc. Mais jamais complexé enfant de par ses racines, d'avoir un nom un peu bizarre et le teint un petit peu plus foncé que vos amis? Oui, voilà, le nom, non, m'a jamais vraiment gêné, si ce n'est qu'on l'a souvent écorché. Les gens ne savaient pas prononcer ce nom-là, donc ça donnait Giordano ou des trucs comme ça très francisés. Non, effectivement, oui, j'ai eu conscience quand même très rapidement, puisqu'à l'école, on vous le fait sentir, que j'étais un peu plus foncée que la moyenne. Ouais.
Donc effectivement, il faut apprendre à vivre avec cette différence et surtout ce qui est intéressant, c'est d'essayer de la cultiver finalement, cette différence, et de trouver en soi et dans ses racines un enrichissement, une source d'enrichissement en tout cas. Et à quel moment justement on arrive à dépasser ce phénomène-là, à se dire bon, bah, maintenant cette différence, je vais la cultiver? Ça vient, pour ma part, à l'âge adulte et au moment où on a des enfants, puisqu'on on se dit qu'on a quelque chose à transmettre. Donc, je me suis rendu compte que j'avais envie de transmettre ces racines et cette culture. Pas avant. Ouais. D'accord. Crise d'adolescence ou pas? Oui, assez banal, assez classique, là encore. Oui, quelques portes qui ont claqué, des mots un peu plus forts que d'autres. Ouais. Mais, ouais. Et Rien de particulier. Quand vous pensez à votre enfance ou à votre adolescence, au choix, est-ce qu'il y a une odeur particulière qui vous vient dans les narines ou à l'esprit? Enfin, c'est quoi deux choses. Deux Il y a odeurs. l'odeur des acras de morue que préparait ma maman. Et puis l'odeur des spaghettis. Voilà, donc vraiment... on avait des dîners tantôt antillais ou tantôt italiens. Mais c'est très riche tout ça. Oui. C'est surtout très bon. Et c'est très riche, oui, c'est vrai. Et on parlait de vos enfants, justement. Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises et qu'à votre tour, vous essayez de transmettre, outre cette différence culturelle? Alors, j'ai voulu d'abord que mes enfants portent des prénoms bibliques. Ça me semblait très important pour moi. Comment s'appellent-ils ces petits choux Esther et Joseph. D'accord. Esther, en plus, la reine qui sauve son peuple. Je trouvais ça très important en plus qu'une petite fille, parce que je trouve que le monde est parfois plus dur pour les femmes. Je trouve important qu'une petite fille ait un prénom fort qui évoque la force. On en revient à cette idée de force, voire de violence, qui m'intéresse beaucoup dans la vie. Et puis Joseph, en plus, je trouve que c'est un prénom tellement œcuménique, il est présent partout, il est présent dans la Bible, chez les Juifs, il est présent, bien sûr, c'est le père de Jésus. Je trouve que c'est un prénom en plus qui a une douceur. Voilà, j'aime la force pour les femmes et la douceur chez les hommes. Et donc, ces prénoms étaient une manière pour moi de leur montrer qu'ils étaient quand même ancrés dans une culture catholique, puisque mes parents sont catholiques, mon père italien a quand même cet héritage très fort. Et c'est vrai que voilà, d'aller chercher dans la Bible peut-être un jour ou l'autre l'origine de son prénom, je trouvais que c'était intéressant. Et les valeurs, pour répondre à votre question, les valeurs transmises pour faire rapide, disons qu'effectivement avec cette culture catholique, il y avait donc ces valeurs d'amour, de partage, de générosité, oui, qui étaient importantes. Oui. Ils ont quel âge vos enfants? 8 et 10. 8 et 10 ans. Eh ben, on va leur dédier cette belle conversation parce qu'on a beaucoup parlé d'eux, de leur maman-enfant. Merci beaucoup Isabelle Giordano. À la question « Combien y a-t-il de chemins qui mènent à Dieu ?», le cardinal Joseph Ratzinger, actuel pape Benoît XVI, répondit sans hésiter « Autant qu'il y a d'êtres humains ». Car même à l'intérieur de la même foi, le chemin de chaque homme est entièrement personnel. S'il n'y a au bout du compte qu'un seul chemin, le Christ, cet unique chemin est si grand qu'il devient en chaque homme un chemin personnel. Isabelle Giordano, vous êtes croyante, non pratiquante, mais vous êtes quand même en chemin, qui est le mot qui est le plus revenu dans mon introduction. J'aimerais bien. Ah J'aimerais bien être en chemin. Et c'est vrai que la manière dont vous en parlez m'intéresse beaucoup. J'aime effectivement lire des textes qui me font réfléchir, qui m'enrichissent, qui me permettent d'avoir accès à une forme de spiritualité. Ça peut être toute forme de texte. J'ai lu des livres du cardinal Lustiger, mais également des textes de saint Thomas d'Aquin. J'aime beaucoup les écrits de sainte Thérèse ou saint Jean de la Croix. Enfin, comme j'aime les choses extrêmes aussi, absolues, j'aime bien aller aussi vers des textes comme ça, parfois un peu illuminés, un peu barrés. Je m'intéresse aussi beaucoup aux autres religions. Je m'intéresse beaucoup au bouddhisme notamment. Mais je suis vraiment ancrée dans ma culture. Je suis une catholique, c'est vrai, qui n'a pas honte de l'être. Et non pratiquante, c'est vrai, par manque de temps. J'ai beaucoup fréquenté l'aumônerie de mon lycée quand j'étais ado. Voilà, la religion tient une place importante dans ma vie, mais sans aller forcément à l'église régulièrement. Et de ne pas fréquenter les sacrements, ça vous manque pas trop, vous qui avez quand même connu ça de manière assez dense, notamment à l'aumônerie? Non, ça ne me manque pas, parce que la lecture de textes régulièrement me plaît, m'enrichit. Et puis, et voilà. Mais c'est quand même un chemin de lire toutes ces lectures qui ne sont pas toutes évidentes. C'est quand même, vous dites j'aimerais bien être en chemin, vous l'êtes déjà, non, quelque part? J'essaye, non, mais disons que j'essaye. J'avance à ma manière, comme un petit escargot. Qui est Dieu pour vous? Une forme d'absolu.
Et tu es amour. Mhm. Je parlais d'être en chemin. Est-ce que, bon, vous dites non pratiquant, donc j'imagine qu'il n'y a pas, enfin j'imagine, je me trompe peut-être, qu'il n'y a pas forcément non plus de prière ou de relation directe, ou est-ce que je me trompe et malgré tout, il y a quand même un dialogue qui s'établit? Oh non, bien sûr, il peut y avoir de la prière, même du dialogue. Non, non, bien sûr, il y a une relation, il y a une vraie relation. Je vis ma religion un peu en solitaire, certes, mais peut-être qu'un jour ou l'autre, effectivement, je serai amenée à reprendre le chemin de l'Église. C'est vrai que j'ai pas non plus toujours trouvé en l'Église, voilà, il y a il y a un côté un peu formel parfois. Qui parfois me glace un peu. Et j'aime bien les atmosphères un peu plus chaleureuses, un peu plus conviviales. Et c'est ce qu'il y avait effectivement dans cette aumônerie. C'était une ambiance de joie, de fête, de camaraderie. On jouait de la guitare. L'Eucharistie ressemblait à une fête, vraiment. Et il y avait justement un prêtre, j'aimerais qu'ils soient tous comme ça, et c'est pas parce qu'on a 15 ans qu'on... Enfin voilà, j'aimerais aussi aujourd'hui, à l'âge adulte, connaître ce que j'ai connu à 15 ans. Je vois pas pourquoi ça serait réservé seulement aux jeunes. Vous nous aviez dit avoir rencontré par 2 fois Sœur Emmanuelle pour des interviews. Est-ce que justement, par le truchement de ce genre de personnage, ça vous a pas ramené un petit peu vers votre foi originelle? Ah, complètement. En plus, elle a le pouvoir de vous mettre directement en relation avec Dieu. Hein. Je pense que vraiment, elle vous communique, mais quelque chose qui est vraiment de l'ordre du sacré, qui est impressionnant, vraiment impressionnant. Mais il faudrait la voir tous les jours sous la main. Oui. En plus, elle a tellement d'énergie. Elle donne une image de la vie qui est vraiment extraordinaire, vraiment. Alors, quand on parle de Dieu et de la vie, on peut aussi parler de la mort. C'est une idée qui vous hante déjà ou bien sûr. Pas encore, si quand même. Oui, oui, puis je pense aussi, là encore, quand on a des enfants, on pense forcément à la vie et à la mort. On y est confronté tous les jours, enfin en ce qui me concerne, oui. Oui. Et donc pour vous qui êtes quand même croyante, il y a un après la mort, justement. Bien sûr, oui. Et je dois dire que vraiment, ça m'attriste énormément quand mes proches disparaissent, mais moi j'y vais sereinement. Voilà. Pas d'inquiétude pour l'instant? Non, j'ai peur bien sûr de la maladie, mais pas de la mort. Et puis, comme je suis quelqu'un qui aime avoir énormément de choses dans sa vie, j'aime avoir toujours l'entrée, le fromage, le dessert, le pouce-café, la mignardise. Voilà, j'aime que ma vie ressemble à ça. Je pense que quand on a une vie bien remplie, voilà, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Elle peut s'arrêter demain ou tout à l'heure, au moment de se quitter. Voilà. Sans que ce soit difficile de tout lâcher, justement. Ça serait bien dommage, je pense, pour mes proches, où j'ai envie de voir mes enfants grandir. Mais je pense que quand le moment sera venu, en tout cas, ça ne me posera aucun souci. Je voudrais, en tout cas, avoir une vie qui ne comporte aucun regret. Je pense que je fais tout pour. Voilà, j'aime ce sentiment d'être rassasiée. Moi qui aime beaucoup manger, j'ai écrit là-dessus. Oui, il y a un livre qui est sorti sur la cuisine. J'aime me nourrir par tous les sens du terme. Voilà, j'aime ce sentiment de satiété qu'on peut avoir à la fin du repas, je l'applique à ma vie. Et j'aime que, enfin c'est pas toujours le cas malheureusement, mais chaque soir, voilà, j'aime bien me dire oh, mais quelle journée, qu'est-ce que j'ai vécu comme chose extraordinaire. Alors les choses extraordinaires, je vous rassure, ça peut être juste d'avoir croisé le regard de quelqu'un au bistrot, hein, du coin. Hein. Donc voilà, pour vivre des choses extraordinaires, on n'est pas obligé de faire des choses extraordinaires. Donc vous pourriez tout à fait supporter une semaine de retraite en silence dans un monastère. J'aimerais bien, ouais. Ah oui, tout à fait, oui. J'aime beaucoup la solitude, hein, donc il ne faut pas trop me pousser parce que je serais capable d'y rester un peu trop souvent au monastère. On va vous envoyer faire de la télé-réalité pour KTO dans un monastère. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à Dieu le jour où vous allez le rencontrer? Vous avez déjà songé un petit peu à... C'est donc à ça que tu ressembles. Et qu'est-ce que vous aimeriez que lui vous dise particulièrement? Vous y avez songé? Retourne-y, c'est pas le moment. Ah. C'est vrai? Bah oui, en reprendre une petite louchée de vie, ouais, volontiers, pourquoi pas. Ouais. Vous avez une idée de, ça va être très triste ce que je vais dire, de la manière dont vous aimeriez partir et du souvenir que vous aimeriez laisser aux autres, aux gens qui vous connaissent, aux gens qui vous connaissent par la télé? Oh, écoutez, j'aimerais, si possible, avoir été une petite lumière pour certaines personnes, oui, les avoir guidées, leur avoir montré tel ou tel film et leur montrer que les films apportent, comme je l'ai dit, beaucoup de bonheur et de liberté surtout. Et voilà, quoi, une petite lumière voilà, qui clignote de temps en temps dans le petit poste. On en revient à la discussion qu'on a eue sur l'enfance, comme quoi les enfants étaient des énigmes lumineuses. Il y a beaucoup de lumière en fait. Hein. Oui, l'idée de lumière, moi j'aime beaucoup la peinture, donc effectivement on revient beaucoup certainement dans ma façon de m'exprimer, oui, sans que je m'en aperçoive. Ouais, exactement. Je vous remercie beaucoup Isabelle Giordano. Merci.
C'est déjà l'heure de notre dernière conversation avec l'invitée de la semaine, Isabelle Giordano. On a passé une semaine, ma foi, fort plaisante et fort agréable avec vous. Merci à vous. Alors là, c'est l'heure des petites questions, pas forcément faciles. Est-ce que vous êtes prête? Vous mettez des notes également? Non. Oh, mais non, mais non. Isabelle Giordano, êtes-vous une bonne journaliste? Oui et non. Oui, parce que je suis travailleuse, honnête, intègre. Et non, parce que vraiment, ça, il faut vraiment, c'est tellement subjectif. Il y a certainement des gens qui ne m'aiment pas et qui ne m'apprécient pas dans mon métier. Oui. Et ça vous chagrine? Non, pas plus que ça. Mais j'ai l'impression, en tout cas, de tout faire pour être une bonne journaliste. Est-ce que la vie que vous menez est bien la vie que vous vouliez avoir? À peu près, oui. Oui, oui. À 80%, oui. Vous avez encore des rêves inachevés alors? Oh, j'en ai plein. Oui, 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 oui. On peut en citer un? J'aimerais être encore meilleure en karaté, avoir la ceinture noire. Ça va, c'est pas inaccessible comme rêve. Oh, c'est très dur, ça va me prendre une vie entière. Avez-vous un mot préféré? Lumière. Ah. Et ça colle bien avec le cinéma. Et on y revient. Avez-vous une devise? Ou une phrase que vous aimez bien, qui vous accompagne, qui vous tarabuste? Botte-toi un peu les fesses. Ça a le mérite d'être dynamique. Oui. Ou bien, je reprendrais bien un peu de chocolat. Une vraie passion pour le chocolat, on en reparlera peut-être dans une émission plus culinaire alors. Oui. Qu'est-ce que d'après vous réussir sa vie? Ne pas avoir de regrets à la fin de sa vie. Et là aujourd'hui, à ce stade de votre vie, tout va bien? Oh non, 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 il y a plein de choses que je voudrais améliorer, mais enfin, c'est le but que je me fixe en tout cas. Quel est l'échec ou l'erreur qui vous a le plus fait avancer? Pas eu d'échec? Oh si, il y en a eu. Je ne sais pas s'il faut le vivre comme un échec, mais c'est vrai que le jour où j'ai décidé de quitter Canal+, où j'avais tout, le confort, etc., j'ai eu l'impression de me retrouver dans un vide professionnel terrible qui m'a beaucoup fait réfléchir sur ce que j'avais vraiment envie de faire dans la vie avec ce métier. Voilà. Ça a été salvateur? Ça m'a fait réfléchir, oui, 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 ça a été salvateur. J'en verrai à mon avis les bénéfices plutôt dans quelques années, mais voilà. Quelle est la rumeur vous concernant à laquelle vous souhaiteriez tordre le cou? Que je suis très lisse, très sage et une gentille fifille. Vous n'êtes pas lisse? Vous n'êtes pas sage? Oh ben non. Vous n'êtes pas une gentille fifille? Je pense que derrière l'idée de gentillesse, il y a toujours l'idée d'être un peu bébête. Pour moi, la gentillesse est une vraie valeur. J'y mets beaucoup de il y a de la bienveillance dans la gentillesse, mais c'est pas une valeur actuelle. Aujourd'hui, pour être un journaliste reconnu, il faut piquer, agresser. Voilà, voilà, je pense que c'est une valeur qui reviendra peut-être avec le temps. Voilà. Puis je pense que quand on est une femme aussi, on vous colle des étiquettes et des adjectifs comme celui-ci. Et voilà, j'ai parlé de Bernard Pivot qui m'a beaucoup apporté. Est-ce qu'on aurait dit de lui, est-ce qu'il est gentil ou pas? Je crois qu'on se posait même pas la question. Voilà. Exact. Donc voilà, je sens que quand on est une femme, qu'on sourit, effectivement, on est gentil. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Quel bon dîner. Ah. On en revient toujours quelque part avec vous à la nourriture. Hein. Oui. Quel est le défaut pour lequel vous avez le plus d'indulgence? J'aime beaucoup les gens qui sont un peu maladroits, qui vous vexent avec des phrases qui sont un peu gauches ou maladroites. Ça me touche beaucoup. Voilà. Y a-t-il un livre que vous lisez ou que vous relisez sans cesse, qui traîne toujours sur votre table de nuit? Il n'est pas exactement sur ma table de nuit dans ma bibliothèque, mais j'aime beaucoup Les Justes de Camus. Parce que? C'est un texte qui m'a beaucoup impressionnée, que j'ai lu et relu. Mais si je vous dis que ça parle de violence, vous allez encore enquiquiner avec des questions. C'est une réflexion sur la justice. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a envie que le monde soit plus juste? Jusqu'où peut-on aller? Poser des bombes, certainement pas, mais c'est ce qui effectivement sous-tend tout ce texte. Quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus? Que j'estime le plus? Personnalité politique, je vais dire Martin Luther King.
Vous vouliez peut-être un nom dans notre paysage politique actuel. Faites comme vous voulez. Mais les gens que j'admire, non, ne sont pas vraiment ceux qui vont se présenter à la prochaine élection présidentielle. Mais Martin Luther King est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. Oui. Ça commençait par Marc, moi je m'attendais à Martine Aubry quand vous lui avez consacré un livre, mais je me suis trompée. C'est un parcours, c'est une femme en politique, mais voilà, qui m'a intéressée pour plein de choses. Mais non, j'admire pas, non. Dans la série Admiration, est-ce que vous avez un personnage historique favori? Alors, ne me redites pas Martin Luther King, parce que c'est un personnage historique, mais... Oh, c'est un peu banal, Mère Teresa. Ah bah oui. Ouais. Non, mais c'est pas banal du tout. Quelle est votre plus belle réussite, sur tous les plans, à n'importe quel plan? Je vais pas vous dire le gâteau au chocolat, non. Les spaghettis, non. Non. Les acras de morue non plus. Non, avoir fait quelque chose pour le cinéma, pour la promotion du cinéma. Là encore, c'est comme le mot gentillesse. Dans le mot promotion, en ce moment, voilà, c'est pas à la mode de faire la promotion. On dit faire la promo, mon Dieu, quelle odeur, quelle odeur, quel lapsus, quelle horreur. Mais moi, j'adore faire la promotion des valeurs que véhicule le cinéma. Voilà, j'adore ça. À ne pas confondre avec la promo bête, voilà, de dire voilà, on va parler de tel film parce qu'il a du succès ou de tel acteur ou je ne sais quoi, etc. Moi, j'aime l'idée que la télévision nous permet de véhiculer un certain nombre d'idées au plus grand nombre. C'est un outil formidable, c'est un outil de pédagogie. J'ai le souvenir d'avoir interviewé Pierre Tchernia qui m'avait dit que pour lui, les journalistes étaient des instituteurs souriants. Et j'aime beaucoup cette définition de notre métier. Voilà. C'est une jolie définition. On va rester dessus pour terminer. Je vous remercie beaucoup d'être venu dans VIP. On vous souhaite une bonne continuation. Merci. À tous les niveaux. Mais vous aussi. Et surtout au petit bébé qui arrive. Merci beaucoup. Et puis gardez cette belle sérénité, cette belle joie. C'est très agréable. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Au revoir.